Alors peut-être que June, tu peux nous reparler des corps étrangers installés dans le contexte de la jungle d'Amazonie. Oui, bon. Ah, bon. Non, je crois que oui, c'est. J'ai dit tout à l'heure qu'en fait, il s'agit d'une espèce de l'intrusion de corps étrangers alors, alors, allochtones, forains, déplacés, extrinsèques, mais de toutes sortes. De toutes sortes, bien sûr que en fait le ballon, le dirigeable, c'est un objet déplacé. En fait, là-dedans, il a dit lui-même déplacé. Mais pas forcément seulement ça, mais aussi, je sais pas, je vais dire comme ça, j'ai noté un peu. C'est-à-dire qu'en fait, c'est tout ça en fait, parce que en fait, le cinéma pour lui, mais pour les grands cinéastes en général, c'est toujours, il s'agit de créer une sorte de succession continuelle de surprises, de tensions, plus ou moins de basse intensité. Ça. Et chez Herzog, le procédé, c'était donc cette intrusion de corps étrangers. Et bon, mais qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, et je vais. Ah oui, oui, c'était, comment surprise, quel genre de surprise, quel genre de, comment dire, tension, c'est toujours provoqué par l'intrusion d'un corps étranger. C'est dans ce cas-là, ou dans les films de Herzog en général, c'est toujours un peu un mouvement plus ou moins tragique-comique comment dire, de absorption et répulsion. Donc, c'est-à-dire que de temps en temps, ce corps-là est absorbé ou répulsé, comment dire, repoussé, rejeté, ou il y en a deux, comme ça, c'est toujours comme ça. Bon, alors, et bon, ça c'est un peu son truc. Mais qu'est-ce qu'il y a comme corps étranger, non? Mais déjà, par exemple, cette, comment dire, enthousiasme un peu excessif du, comment il s'appelle Graham Dorrington. Oui, lui, du scientifique, dès le début. Mais en plus, par exemple, même dans cette séquence-là, de séquence de début, par exemple, on peut constater qu'il y a une certaine existence, présence un peu quand même excédentaire, excessive, accentuée d'autres scientifiques dans le laboratoire, par exemple. Mais pourquoi il est là, non? Mais en plus, en fait, il y a aussi, par exemple, dans la même séquence, cette remarque que qu'est-ce qui se passe avec tes mains? Qu'est-ce qui se passe avec la main, avec les doigts? Là aussi, il y a une sorte de, comment dire, il y a toujours quelque chose qui n'aurait pas sa place normalement ou normativement. Ça, c'est l'idée. C'est donc mais ça, je pourrais dire qu'en fait, moi, pas vraiment comme ça, mais donc mais je crois que c'est en fait quand, à la fin du film, quand donc ce scientifique anglais parle des enfants amérindiens, est-ce qu'il voyait le dirigeable ou pas? Là, il a utilisé ce mot pour eux, il n'a pas de place en fait. Il n'a pas de place. Donc ça, il y a toujours cette intrusion de tous ces corps-là qui n'auraient pas de place normalement. Ça c'est la stratégie.
Et on pourrait ajouter, bien sûr, il y en a beaucoup de sortes de ce genre de choses. Marc-Anthony. Marc-Anthony. Mais qu'est-ce que c'est en fait déjà c'est sa fauteuil gonflable, transparent. Mais qu'est-ce que c'est? Et aussi Marc-Anthony lui-même. Mais pourquoi Marc-Anthony? Mais aussi mais sa façon de, comment dire, de parler, un peu trop peut-être mise en scène, et un peu, comment dire, intentionnellement raté, par exemple. Et aussi bien sûr que son coq. Mais qu'est-ce que c'est son coq, non? C'est-à-dire par rapport au récit principal de ce film, toutes ces choses-là, en série, n'auraient pas sa place, leur place respective. Mais aussi, mais en même temps, dans cette série-là, par exemple, fauteuil gonflable, transparent, Marc-Anthony et son coq, et ses poules aussi, c'est 5 poules et 5 œufs chaque matin, etc. Et aussi, pas seulement discursivement, mais on montre en plus. On montre en plus, et il a dit, I'm very curious, mais c'est cette curiosité qui ajoute en fait une espèce de explication visuelle excédentaire. C'est toujours un peu plus, un peu trop. Il y a toujours des trop. Ça c'est la stratégie. Et c'est aussi, mais j'ajoute une autre chose, c'est que chaque fois, c'est-à-dire la surprise, comment on peut créer une surprise, une petite surprise? On ne peut pas créer une surprise avec la logique qu'on a déjà utilisée. C'est pour ça qu'il y a certaines distractions, c'est-à-dire que chaque fois qu'il organise une nouvelle petite surprise, c'est-à-dire Herzog, je ne sais pas qui, mais il va vers une nouvelle logique. C'est pour ça que gonflable, comme Marc-Antoine et poulet, coq, poule, ce genre de choses. Et visualisation excédentaire. Mais je peux ajouter encore quelque chose. Mais je peux ajouter ou il faut que je m'arrête? Bon, et je vais ajouter une petite chose. Moi, en regardant ce film et les autres films de Herzog, la première chose que j'ai pensé, c'est à CAPTCHA. Vous connaissez la CAPTCHA? CAPTCHA, c'est le test CAPTCHA, organisé par une entreprise qui s'appelle ReCAPTCHA. Mais c'est quoi CAPTCHA? CAPTCHA, c'est chaque fois que vous achetez quelque chose sur l'Internet, il y a un moment donné, il y a une page qui vous demande, est-ce que vous êtes robot? Non, I'm not robot. Non, je ne suis pas un robot. Et une fois que vous déclarez, je ne suis pas un robot, mais il faut que vous prouvez. Et là-dessus, ensuite, en fait, vous allez faire... il faut que vous choisissiez, les images qui comprennent, par exemple, je ne sais pas, seigneur de route. Seigneur de route, par exemple, je ne sais pas, poteau, gna 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 gna. Ça, il y a quelque chose à voir peut-être avec ce film-là. C'est-à-dire qu'en fait, ce film et les autres films de Herzog nécessitent la participation du spectateur avec son intérêt général humain. C'est-à-dire que comment on peut reconnaître quelque chose d'étranger par rapport au milieu,
c'est toujours comment dire, cette reconnaissance appartient à l'intelligence, je sais pas, l'intellect humain en général. Et ça, ce film présuppose en fait cette participation du travail intellectuel non rémunéré de la part du spectateur. C'est pour ça qu'en fait, à la fin, quand on parle des enfants, les enfants n'appartiennent pas précisément à l'homme. C'est ça, je crois qu'il s'agit de ça. Mais en tout cas, c'est exactement la même logique qu'on peut trouver dans le cas de CAPTCHA. CAPTCHA, c'est vraiment... moi, je suis un homme, je suis un être humain. C'est pour ça que je peux reconnaître certaines choses, certains objets déterminés dans les images données. Donc, CAPTCHA, c'est un travail non rémunéré. En fait, vous savez qu'en fait, le CAPTCHA est directement connecté avec Google Maps. C'est vraiment pour donner les données à Google Maps. En fait, le CAPTCHA est dans le groupe Google, non? Donc ça, je crois qu'on peut trouver peut-être le même travail non rémunéré dans ce film, les films de Herzog, que CAPTCHA. Ça, c'est un peu ce que je pense. Bon. Justement, à propos d'Herzog, tu l'as dit, le film est très mise en scène, enfin ça peut même être un peu étonnant en documentaire, enfin, c'est le cas dans tous les documentaires, dans tous les films, mais il a une place vraiment prépondérante, Herzog, dans son film, et je pense qu'on peut peut-être parler de sa place précisément dans le dispositif du film, et à quel point c'est emblématique de sa manière de travailler, d'autres de ses films, il ménage vraiment le suspense. Oui, il y a deux choses. D'abord, chez Pastrov et Herzog, il y a des films de fiction et des films documentaires. La différence, c'est que dans les films documentaires, c'est Herzog lui-même est toujours un peu présent. Ça, c'est la différence. Ça, c'est la définition même du documentaire chez Herzog. Le documentaire, ça veut dire des films où Herzog est présent. Ça, c'est la définition. En ce qui concerne le suspense, en fait, ça, c'était quelque chose que je voulais parler un peu, parce que, en fait, cette, mobilisation gratuite du travail intellectuel du spectateur qu'on trouve dans Herzog, on peut trouver la même chose chez Hitchcock. Par exemple, Hitchcock, mais il y a n'importe quel film, on peut penser à Vertigo, par exemple. Vertigo, comment Hitchcock fait travailler le spectateur intellectuellement, c'est Hitchcock donne certaines informations seulement au spectateur sans le donner au protagoniste. C'est ça. Par exemple, Vertigo, vous pouvez penser à Vertigo, mais aussi un peu plus proche du film de Herzog. C'est par exemple, vous pouvez penser à Correspondant 17, un film l'histoire se passe aux Pays-Bas. Là, vous allez voir dans un plan d'ensemble, il y a plusieurs moulins. Comme on est aux Pays-Bas, plusieurs moulins qui tournent tous un peu dans la même direction, mais sauf un qui tourne à l'autre direction. C'est là il faut y aller. Mais ça, c'est vraiment... Pour moi, c'est vraiment la logique même
est complètement la même logique que Herzog, c'est-à-dire qu'il faut que le spectateur identifie un corps, comment dire, étranger, précisément, dans le milieu plus ou moins unifié. C'est ça. Mais ça fonctionne seulement quand le travail, non, le spectateur travaille. Bon. Tu évoques le travail du spectateur, mais j'ai l'impression qu'il est quand même très guidé par le réalisateur et ses intentions, qui n'hésite pas à être très interventionniste, à la fois sur notre regard, c'est-à-dire qu'il est tout le temps dans le déplacement et la rupture de style, ce qui ménage la surprise et au-delà le suspense. Donc, comme on peut passer de l'univers contenu dans une goutte d'eau à du champagne et des bulles offerts à la cascade, au monstre de la cascade juste après, et revenir dans une vision bassement matérialiste. Et donc on a sans cesse comme ça des allées-venues entre une pure poésie et des moments très suspendus, où vraiment Herzog nous dicte notre conduite. Là, c'est la rêverie, vous avez 3 minutes de musique et d'oiseaux, de tourbillons, prenez cette fenêtre pour vraiment éprouver fortement les éléments. Ensuite, je viendrai parler par-dessus les oiseaux. Enfin, on est tout le temps dans un aller-retour entre son commentaire, parce que ce qui frappe en premier dans sa présence, avant même de le voir à l'écran, et ça c'est très court finalement, son apparition est brève et un peu moralisatrice d'ailleurs, mais c'est sa voix off, qui est celle d'un commentateur un peu télévisuel, Oui. un peu comme si c'était un envoyé spécial Envoyé spécial, oui. sur le terrain, Oui. en même temps qu'il a une diction extrêmement monocorde, très travaillée. Je crois qu'il a fait exprès de Oui. récupérer son accent allemand des années après l'avoir perdu et s'être installé. Enfin, à ce moment-là, il est peut-être pas encore aux États-Unis. Ah, si. Il vit à Los Angeles. Donc voilà, j'ai l'impression qu'il est quand même dans la manipulation d'une certaine façon. Oui, je crois que c'est en ce qui concerne guider le spectateur, guider le regard du spectateur. Pour moi, juste comme ça, hein, pour moi, c'est guider le spectateur travailleur vers les usines où il faut qu'on travaille. C'est un peu c'est ça. Interprétation. Pour moi, la véritable surprise, c'est que ce film date de 2004, donc il est 20 ans. Je le trouve extrêmement actuel dans son approche qui est presque post-Descola. Je trouve qu'on peut le regarder comme un film documentaire ou une œuvre cinématographique, mais aussi comme un gros apport un peu ethnographique. Et je trouve que précisément, il vient rompre le rapport surplombant entre une nature qu'on observerait en tant que sachant, rationnel. Je trouve que cette hauteur de vue, celle du ballon, le fait qu'il ne fasse pas de bruit, de se fondre dans la nature, il y a une forme de fragilité qui est plutôt incarnée par la science et par les humains plutôt par la nature, qui a l'air beaucoup plus puissante, beaucoup plus agile, beaucoup plus rapide, à l'image de ces chutes d'eau ou de ces oiseaux. Et enfin, je voulais dire aussi que donc il avait anticipé là où on est maintenant, c'est-à-dire dans une espèce de rapport, dans une altérité beaucoup plus immédiate avec la nature. On a compris qu'il fallait arrêter ce positionnement était injuste, et on le voit aussi dans le rapport avec les singes, là, qui est presque, ça fait penser à des documentaires de Godal, là, comment elle s'appelle Jane Godal. Voilà. Et aussi, je voulais dire que c'était très contemporain parce que ça m'a rappelé le travail d'un artiste qui s'appelle Thomas Saraceno, que vous connaissez certainement, qui est un Allemand et qui travaille sur des dirigeables, dont son rêve est qu'on puisse voyager avec des dirigeables qui montent grâce à la chaleur du soleil. Donc il y avait cette exposition au Palais de Tokyo, il travaillait sur les araignées. Donc en fait, moi ce qui m'étonne beaucoup, c'est que ce film a déjà 20 ans. Je trouve extrêmement contemporain, pour le coup pas tellement manipulateur, mais en assumant une conjugalité, une altérité hyper bienvenue, quoi, très Descola et compagnie. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Mais bravo pour vos interprétations. Merci beaucoup. Ah, il y a une autre personne. Ouais, moi une chose que je voulais te demander, c'est qu'il y a au fond quand même une continuité avec les films de fiction d'Herzog. Une continuité que c'est pas seulement le captcha, mais une continuité de l'ambiance. Non, je pense à Fitzcarraldo ou à Gere.
Et au fond, le personnage de scientifique Lagraham s'appelle, non? N'est-ce pas? C'est un peu Klaus Kinski, quelque part. Et il continue, il y a une continuité. Voilà. Je ne sais pas si tu es d'accord. Oui, oui, je suis complètement d'accord. Ça, c'est vraiment. C'est pour ça que j'ai dit qu'en fait, l'intrusion du corps étranger alloctone vaut pour tous les films de Herzog. C'est-à-dire qu'en fait, dans le cas de Aguirre, c'est vraiment Aguirre qui constitue une espèce de corps complètement, comment dire, étranger par rapport au milieu où il rentre. Hein? C'est Fitzcarraldo aussi, Fitzcarraldo aussi, non seulement Kinski, mais aussi le bateau. C'est vraiment, bateau, c'est vraiment textuellement, c'est très très hétérogène par rapport au milieu. Mais aussi ce dirigeable, ça renvoie de manière assez explicite à ce bateau de Fitzcarraldo, non? Le film semble appartenir à une famille de films à l'intérieur de la filmographie de Herzog. On peut citer les films avec Kinski dans la jungle, Aguirre, Fitzcarraldo et Cobra Verde, mais aussi 2 documentaires auxquels je pense, Les ailes de l'espoir, donc un documentaire sur l'unique rescapé d'un crash d'avion dans la jungle, et Petit éditeur doit voler, qui retrace les aventures d'un otage au début de la guerre du Vietnam dans la forêt du Laos. Et donc on est encore sur la même démarche de conjuration du sort finalement. On repasse, une fois qu'on a eu un accident de cheval, il faut vite remonter à cheval. C'est la même idée de voler à nouveau et de chasser les vieux démons. Il reprend exactement la même logique. Et un dernier documentaire qui pourrait s'apparenter aussi à celui-ci, mais en termes de plus comme un cousin maléfique, ce serait Grizzly Man, qui sort l'année d'après, et qui par contre montre une vision de la nature avec un grand N, beaucoup plus sentimentale, beaucoup plus anthropocentrée, alors qu'ici, elle est à l'image des chutes, elle est vraiment terrible et tonitruante. Et on ne peut pas enfreindre ses secrets, c'est encore un sanctuaire, c'est encore l'idée que le royaume des Martinets appartient au peuple natif de la région, et que sans ça, ce serait la chute d'une civilisation, s'ils étaient dévoilés. Je repense à cette anecdote qui est, je crois, de Lévi-Strauss, c'est peut-être dans Triste Tropique, donc de l'ethnologue qui part avec ses compagnons et qui fait un lâcher de ballon à l'hélium justement, et qui scandalise absolument tous les autochtones, parce que le ballon est allé beaucoup plus haut que les divinités de ce peuple, et ça échappe à leur entendement. De la même façon que là, les enfants ne voient pas le ballon. C'est hors de proportion. Donc on peut trouver toujours un peu la même logique comme ça, de l'intrusion, ou sinon une espèce de l'intrusion dans les films documentaires ainsi que dans les films de fiction. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, qu'en fait, s'il y a quand même une distinction chez Herzog entre le documentaire et la fiction, c'est la présence d'un tir, si vous voulez, d'un tir majoritairement représenté par Herzog lui-même. C'est-à-dire que, par exemple, si vous pensez à Aguirre ou quoi d'autre, Fitzcarraldo, non, Fitzcarraldo, il n'y a pas de, comment dire, ce type de tir qui témoigne à côté du protagoniste. Ça n'existe pas. Non, je sais pas. Hein. Vous allez. Mais en fait, Aguirre, c'est un peu ambigu, hein, parce qu'il y a une voix off de je sais pas qui. Mais. C'est le journal. Oui. Bon, moi j'ai dit comme ça. Il y a autre chose, une continuité aussi dans le. Il y a un jeu de miroir entre Herzog et toujours le rêveur qui filme, toujours des rêveurs un peu fous. Et il y a toujours un écho entre ce que Herzog est en train de faire, le film qu'il est en train de faire, et le rêve qu'il est en train de filmer. J'ai l'impression que c'est le cas dans ce documentaire et dans d'autres de ses films aussi.
Oui, ça c'est vrai. Et en même temps, il faut regarder deux côtés de Herzog. C'est-à-dire qu'en fait, oui, il y a un groupe des protagonistes de Herzog eux-mêmes qui ont un projet un peu extravagant. Un projet un peu extravagant. Mais par contre, il y a par exemple, dans le film, comment ça s'appelle, Darkness and the Silence. Pays du silence et de l'obscurité, ou Wojciech, et quoi d'autre, Bruno, oui, Kaspar Hauser, etc. Là, c'est ça plutôt, comment dire, les protagonistes n'ont pas un projet. C'est-à-dire comme nous, normatifs, on a plus ou moins projets. Plus ou moins, comment dire, grands, plus ou moins petits. C'est ça, entre les deux. Nous avons des projets. Projet d'acheter une maison, projet de revendre des maisons, projet de je ne sais pas quoi, d'être avocat, je ne sais pas. Mais chez je sais pas, Herzog, soit les personnages ont des projets trop extravagants, grands, ou des personnages privés de capacité même de concevoir des projets. Ça, c'est les deux côtés auxquels Herzog s'intéresse toujours. N'hésitez pas à intervenir. Petit captcha. Captcha à moi. Ouais. Non, tu veux parler de l'éthique. Oui, justement, ouais, quand Herzog quand il s'intéresse du coup à ces rêveurs qui ont des projets complètement fous, j'ai l'impression qu'il a aussi, il se met un peu à leur hauteur dans sa démarche de cinéaste. Là, on le voit, il a conscience du coût, du sacrifice qui implique le projet qu'il est en train de filmer. Et lui-même, j'ai l'impression qu'il y a cette dimension-là aussi dans les images qu'il capte. C'est le cas, enfin, j'interprète un peu comme ça, mais quand il veut monter le premier à bord du ballon, il sait qu'il y aura peut-être pas d'autres vols, donc il doit absolument filmer ces images, il doit les arracher, et il est prêt à mourir pour ça, tout comme Graham est prêt à mourir aussi. J'ai l'impression qu'il se met au niveau de ceux qui filment, de ces rêveurs. Ouais. Il en saisit vraiment tous les aspects. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, qu'est-ce que ça veut dire projet trop grand? C'est projet qui te risque de mourir. C'est ça, projet qui t'oblige de te lancer dans une zone inhospitalière. Ça, c'est le projet grand, non? C'est pour ça, je crois que c'est... Mais en même temps, ça, oui et non, parce que, oui, ça, c'est quelque chose que Emmanuel Burdeau, dans ce livre, avec Hervé Oberon, ça, c'est un très bon livre. Mais si j'ai parlé de Captcha aujourd'hui, c'est précisément parce que j'aimerais bien éviter de reprendre tout ce qu'ils ont dit dans ce livre. Et par exemple, la question de nature, l'homme, etc. Tout ça, c'est dans ce livre. Donc vous allez, je sais pas, ça c'est très difficile à trouver maintenant, non? Avec une dépêche. C'est complètement facile à trouver. Donc vous allez acheter, je sais pas quoi. Et qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, donc ce livre est très important. Et moi, en fait, j'ai remplacé tous les deux. Parce que Oberon, il est très occupé par son travail au Kanzen, au ce moment. Et Emmanuel, je ne sais pas où il est.
Et moi, j'habite juste à côté, donc je suis venu. Et qu'est-ce que j'étais en train de dire? Vous parliez du fait qu'il avait frôlé la mort plusieurs fois. Enfin, que... Oui, ah oui, Burdo, il a dit un truc très intéressant. En fait, en ce qui concerne les films à partir des années 2000, il y a un nouveau thème qui vient, c'est le thème de retour. Retour, c'est-à-dire qu'en fait, et c'est là, à partir de là, peut-être cette identification dont tu as parlé, c'était plutôt pour Aguirre ou Fitzcarraldo, parce que, en fait, même si Herzog n'est pas dans les images, on sait très bien qu'il il risque sa vie, non? Et Kinski aussi, c'est vraiment pas non seulement au niveau de récit, mais aussi au niveau du tournage réel. On sait très bien. Mais par contre, ici, quand il dit oui, ce sera non, c'est très, très, très dangereux pour le chef d'op, donc je vais voler avec toi. Et après, il explique de manière redondante, je sais pas, de manière un peu superflue, que je pensais que ce serait peut-être une fois pour toutes. Mais là, je crois que je sens un peu un truc un peu mis en scène. Peut-être il ne croyait pas vraiment ça. C'est-à-dire qu'en fait, il joue l'identification dans ton sens, l'identification au protagoniste. Mais là, déjà, il y a un certain décalage. Je sens un peu ce décalage-là. Tout ça, c'est à partir des années 2000, je crois. Comme Burdo a soutenu dans ce livre. J'ai l'impression... Enfin, déjà, le film s'ouvre sur des archives. Oui, il est quand même dans un travail de mémoire de plus en plus. Je sais que pour le documentaire La Soufrière, qui était sur... le tournage a été précipité parce qu'il devait partir vite en Guadeloupe sur les lieux d'une éruption volcanique qui n'a finalement pas eu lieu, mais il pensait enterrer la pellicule pour les générations suivantes. Donc il y a quand même l'idée de transmission de ce qu'était la race humaine avant qu'elle disparaisse et avant qu'elle ne se brûle les ailes dans des projets plus grands qu'elle et qu'elle amène la technique au milieu du vivant, plus ou moins à gros traits. Oui, c'est pour ça qu'en fait, comme je suis très sérieux, je me suis vraiment préparé pour cette séance-là. Lorsque j'ai préparé, en fait, peut-être ce vieux concept de projet petit, privé, etc., pour expliquer le cinéma de Herzog, ce ne serait pas peut-être suffisant parce qu'il ne couvre pas cette partie, les films de 20 ans. C'est 20 ans. Parce que là, je ne peux pas dire qu'en fait, oui, le dirigeable peut renvoyer au bateau de Fitzcarraldo, mais en même temps, est-ce que c'est vraiment un projet extravagant? Aussi extravagant que ça? Non. Mais non, précisément parce que c'est une reprise, énième reprise de quelque chose. C'est pour ça. Il y a l'impression de répétition sécurisée d'une certaine manière. Et c'est pour ça que je m'intéresse plutôt à cette question d'intrusion. C'est comme une stratégie purement cinématographique. On en parlait pour la musique, par exemple, qui est recyclée sur un autre film. C'est souvent ça, c'est souvent le cas quand même. On remarque que la musique d'Aguirre est reprise par ailleurs. C'est un circuit fermé, ça tourne à l'intérieur même. Oui. Cette filmographie. Oui, et comme une musique aussi, comme tu viens de parler de ce film documentaire, comment il s'appelle, Dieter. Petit Dieter doit voler. Oui, ça aussi repris dans un autre film de fiction. Rescue Down. Et aussi et Aguirre, et après, comment ça s'appelle le film, la petite,
comment ça grotte. s'appelle, la jeune fille qui a escapé de Les l'accident. ailes de l'espoir. Oui, Oui. ça aussi, en reprise. C'est hein. Copie. Oui, c'est le même parcours que les conquistadors dans la jungle. Oui, Elle oui. refait son, Oui. De la folie. son évasion. Oui, L'antre de la- ah, attendez. Moi, je veux parler comme ça. Oui, Il y a aussi ce qui m'a frappé beaucoup en tant qu'Italien, c'est qu'il y a ces chœurs, la musique de ces chanteurs, la chorale de la Sardaigne. Sardaigne. Ouais, ça là, il est cherché, et qui est Je me si suis dit, ah, particulier, bon, c'est qui est une bonne. reconnaissable. Moi, quand je l'ai entendu, je ne croyais pas qu'il avait amené les Sardes à l'autre bout du monde. Mais en réalité, il a enregistré ça. J'ai vu dans la fin, c'est qu'il n'a pas repris des choses déjà faites en Sardaigne, mais il a enregistré ça en Angleterre, je crois. Parce qu'il y a les cellos, etc., d'autres accompagnateurs. Donc il a fait quelque chose de spécifique pour le film. Et c'est assez incroyable, ça. Qu'il a déjà utilisé pour d'autres films précédents, en fait. Pour un suivant, Oui, je pense. ces chansons de Sardaigne. Mais aussi, il utilise très souvent les chansons, comment ça s'appelle, harmoniques de Sibérie. Sibérie. Ah, il chante de Bon, bah, il reprend tout le temps, en fait, les mêmes chansons, et, qui n'a aucune correspondance géographique aux images, en fait. Oui, dans Les ailes de l'espoir, donc qui se passe dans la jungle au Pérou, on entend l'or du Rhin, par exemple. Voilà, c'est ce genre de décalage fréquent. Et en plus, en ce qui concerne le son, moi, lorsque j'ai vu ça, pour me préparer encore une fois, sur YouTube à plusieurs reprises, j'ai pas vraiment remarqué, mais cette fois, j'ai remarqué qu'en fait, peut-être quand Graham imite le son de la chute de son ami avec ses mains, c'est peut-être, c'est un, comment ça s'appelle? Un C'est un bruitage. bruitage. Oui, 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 oui. C'est trop bien fait. ouais, c'est intéressant. Mm. C'est n'importe quoi. Hein. C'est vraiment n'importe quoi. C'est ça ce que j'appelle en fait le corps étranger qui n'aurait pas sa place normativement. Oui, on remarque qu'il a mis du temps à déployer l'intrigue, il a déployé une espèce de maïeutique pour que le personnage se révèle petit à petit. On parle d'accident très vite, mais sa mise en place est très lente jusqu'au moment où c'est la confidence. Ouais. Oui. Tout ça est encore très enrobé et très mis en scène, mais pour reprendre encore une fois Burdo et Aubron, Herzog est un grand Rimbaldien et il croit qu'on arrive à l'illumination uniquement en passant par la fabrication, la stylisation et l'imagination, même dans le documentaire, surtout dans le documentaire. Mm. Ouais. Donc il ne se prive pas d'introduire des séquences oniriques au milieu de dispositifs très réalistes ou de faire ces sorties de jeu en permanence. Lui, il n'est pas toujours de la vérité extatique. Ah oui. Extatique. Tu peux parler du- Oui, vérité extatique. Ouais, il le précise dans la déclaration de Minnesota qu'il a faite. C'est un petit écrit qu'il a. C'est un peu ses tables de la loi à lui qu'il a écrites avant un festival à Minnesota où il parle notamment de cette fabrication de la vérité extatique. Enfin, c'est le seul moyen de l'atteindre pour lui. Et je trouve qu'on le sent bien dans ce film-là où effectivement, quitte à forcer le trait, il l'atteint. C'est la vérité. Oui, c'est ça. Il a écrit Ouais, ça ça, aussi en. ouais, ça c'est en vraiment version, la vérité. c'est n'importe quoi en fait, cette critique par rapport au cinéma vérité. Il ne sait pas du tout ce que c'est le cinéma vérité. Mais en ce qui concerne la vérité extatique, il utilise le mot vérité extatique en contraste, en comparaison avec comment c'est, truth, non? Truth? Oui, oui. Ouais. Je me rappelle plus. Facticité, fact, Des fait. faits. Le fait. Beaucoup d'effets. Le fait, non?
Mais moi, quand j'ai utilisé le mot surprise, tension, etc., je crois que ça suffit. Hein. Vérité extatique, extatique. Non, c'est pas nécessaire de dire ça, vérité, gna 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 gna. Pour moi, c'est tout simplement, quand j'entends le bruit de la chute de Constant, c'est vraiment, c'est une surprise. C'est une surprise qui me fait aimer ce film, en fait. Et, je m'en fous, à la limite, il s'agit d'une vérité, de n'importe quel type de vérité. Ça, non, ça ne m'intéresse pas, en fait. Mais lui, mais moi, si vous voulez, je m'intéresse au mot extase. Parce que extase, pour moi, c'est peut-être, ça renvoie ce que j'ai appelé ce soir l'étrangeté par rapport au milieu, je sais pas, l'allochtone, je sais pas, le forain, je sais pas quoi, et l'extrinsité, l'extrinsèque, etc. J'entends un peu cette, comment dire, notion de Herzog, de l'extase, un peu dans ce contexte-là. Ouais, je peux pas. Merci. Oui. Pour rebondir sur ce que vous disiez, pour moi, Herzog, c'est vraiment le cinéaste de repousser les limites physiques et mentales, on va dire. Et par rapport à ces questions de cinéaste, est-ce qu'il s'est exprimé déjà sur quelque chose où il se serait dit là c'est ma limite, je peux pas faire ça, que ce soit au moment du filmage ou du montage, enfin voilà. Là, dans le... Vas-y. À un moment dans le... c'est con, on a besoin d'un micro pour parler, à un moment dans le film, il dit là je peux pas filmer. Oui, mais c'est ce qu'il dit. Oui, il dit ça, mais il fait genre il a une limite quoi. Mais on sait pas. Ouais, c'est ça. Ouais. Non, mais c'est pas c'est un tabou. Oui, c'est pas sa limite à lui, mais en tout cas il fait comme s'il avait une limite quoi. Ouais, mais pour moi c'est pardon, C'est non, mais t'as raison, mais pour moi c'est une mise en scène quand Oui, même, clair, tu vois, la mise en scène de la poésie et de la grandeur, tout ça, mais vraiment sur des questions un peu précises où il aurait dit ça j'ai failli le faire mais je l'ai pas fait. Dans sa biographie, pas dans son cinéma. Il aurait voulu être champion de saut à ski. Oui. Donc il a fait ce film. Oui. Bah oui, Et la grande extase d'ailleurs, extase, le mot extase. Du sculpteur sur bois Steiner. Mais un peu pour le vivre par procuration, parce que lui, à 15 ans, a vécu l'accident d'un de ses amis qui est resté dans le coma très longtemps à cause d'une chute post-saut à ski, et donc il a arrêté la discipline. C'est peut-être la seule fois où il a arrêté quelque chose qui n'est pas du qui s'est cinéma. mangé, en se disant non, c'est pas pour moi. Mais voilà, tout ça pour convoquer ensuite toute une galerie de personnages hors normes et exprimer quand même une certaine volonté de puissance. Et c'est là qu'on revient peut-être à l'extrinsèque du fait que ce réalisateur allemand a un peu fui l'Allemagne dans la deuxième partie de sa carrière. Il a commencé en gardant des sujets un peu classiques, en refaisant Nosferatu, par exemple, et ensuite, il est vraiment parti aux quatre coins du monde. Donc, ça reste, enfin voilà, sa limite n'est pas géographique en tout cas. Non, je crois que ça c'est un truc un peu commun, hein, je vais dire. Mais il se positionne par rapport à Wenders, ça c'est clair. Wenders, à un moment donné, il a dit que le cinéma a touché à sa limite. Non, il n'y a plus rien à raconter. Le monde déjà est raconté. Moi, je suis allé jusqu'au bout du monde, et là, finalement, j'ai rien trouvé à raconter. Donc, c'est comme ça, il a déclaré, d'une certaine manière, l'arrivée à la limite du cinéma lui-même. Et Herzog vraiment se positionne contre, en opposition de ça. Donc il insiste toujours que non, si, mais par exemple à Wim Wenders,
toi tu restes toujours un peu en ville, à Tokyo, je ne sais pas où, Berlin, etc. Mais comment toi, tu dis tout simplement à ta bouche comme ça, je suis allé jusqu'au bout du monde, mais j'ai rien trouvé à raconter. Mais il faut qu'on aille vraiment jusqu'au bout du monde. Je suis sûr qu'il y a toujours quelque chose à raconter. C'est ça, en fait, ce qu'il insiste toujours. Encore une fois, il est né en 1942 dans l'Allemagne nazie. Donc il est quand même travaillé par des questions de puissance et d'expérimentation exogène. Oui. Plus possible. Mais si je récupère un peu ce truc-là dans la thèse que j'ai soutenue aujourd'hui, c'est qu'est-ce que ça veut dire qu'il y ait quelque chose à raconter. C'est-à-dire que, en fait, mais qu'est-ce que ça veut dire il n'y a plus rien à raconter, par exemple. Rien à raconter. Ça veut dire que maintenant, tu ne trouves plus l'étrangeté qui est susceptible d'être introduite dans le milieu. C'est-à-dire qu'il s'agit d'une certaine subsumption totale, homogène du monde. C'est ça, peut-être, que Herzog pourrait voir comme la limite du cinéma. Pour Herzog. Et c'est-à-dire que si tu vas jusqu'au bout du monde, par exemple, au fond des forêts amazoniennes, etc., il y a quelque chose à raconter encore, c'est-à-dire que tu peux encore jouer cette idée d'intrusion d'un corps étranger dans le milieu. Il est allé jusqu'en Antarctique. Oui. Et là, ça c'est vraiment... Comment ça s'appelle le titre? C'était vraiment au bout du monde. Bref, rencontre au bout du monde. Oui. Donc ça c'est là. Il a tourné ses séquences juste après ce film. Donc c'est un pôle Nord, pôle Sud. Et là, c'est vraiment un truc très intéressant. C'est le truc très connu en fait. Et c'est vraiment, on est au pôle Nord, pôle Sud. Donc il y a des pingouins. Il y a une masse de pingouins, une dizaine de pingouins qui fait une procession comme ça. Mais à un moment donné, il y a un pingouin qui commence à se diriger vers complètement autre direction. Vers l'intérieur du continent, au lieu d'aller vers la mer chercher. Oui. Et là, c'est vraiment très mignon, mais tragicomique. C'est vraiment tragicomique. Et donc, sur YouTube, Pingouin Herzog, vous allez c'est vraiment très connu. Mais ça, pour moi, me donne vraiment cette idée de cette parenté absolue entre Herzog et Hitchcock. En fait, comme je vous ai dit tout à l'heure que correspondant 17, c'est tout le monde se tourne comme ça. Mais il y a un seul moulin qui se traîne comme ça. Encore une fois, il est très fort pour ramener le cinéphile à son service. Même en Antarctique, il a réussi à trouver une métaphore propice pour servir son discours. Oui. Mais là donc ça c'est très intéressant parce qu'en fait, donc ce mot bout du monde, on peut trouver dans le titre d'un film de comment ça s'appelle, Wim Wenders. Il y a un truc. Non? Oui? Non? Donc, c'est pas au bout du monde. Je crois que c'était au bout du monde. Jusqu'au bout du monde. Jusqu'au bout du monde. En français en tout cas. Et jusqu'au bout du monde. Et là, au bout du monde. Mais. Avec une rencontre. Oui. Encore, il y a quelque chose à raconter. Précisément, encore, il y a cette différenciation, petite différenciation. On peut encore trouver cette petite différenciation. Je ne sais pas, bifurcation. Surprenante. On retrouve aussi dans un de ses derniers films, Family Romance 2019, tourné au Japon, et qui était assez frais et léger. On aurait dit vraiment l'œuvre d'un jeune cinéaste alors qu'il approchait des 80 ans à l'époque.
Donc, je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Ça, je sais pas trop en fait. Ouais, vous pouvez le voir sur OK-Rue. Sous-titré en anglais. C'est un truc très marrant, mais je peux pas expliquer. Je me rappelle plus en fait. Mais c'est oui, ok. Il y a une entreprise japonaise, une petite entreprise start-up. C'est vraiment start-up qui fournit un faux père, un faux quelque chose, une membre de famille. Des parents d'adoption. Oui. Et là, c'est aussi, pour moi, c'est encore une fois, je reprends toujours la même chose, mais c'est la question d'intrusion. Oui, bien sûr qu'il y a question de, vous savez, déjà, donc, les acteurs jouent, quelqu'un qui joue, non? Dans le cadre de l'entreprise, non? Donc, il y a cette, comment dire, superposition de représentativité, théâtralité, etc. Ça, on peut parler, bien sûr qu'on peut parler de ça, mais ça, c'est pas vraiment spécifique, c'est pas vraiment singularité du cinéma de Herzog, non? C'est parce qu'il y a beaucoup de monde qui travaille là-dessus. Représentation, etc. Par exemple, parmi les Allemands de la même époque, Zivaberg, je ne sais pas qui, comment il s'appelle, le connu. Non, allemand. Oui, mais n'importe qui. Oh, oui, c'est celui qui aime Douglas Sirk. Comment il s'appelle? Fassbinder. Fassbinder, etc. Bon. Vous cherchez un Allemand? Non. Oui. On peut parler de ses derniers films, peut-être? Oui. Oui, c'est vrai. Oui. Ces derniers films, surtout les fictions, ça, bon, je crois qu'on est en train de toucher plus ou moins à la fin de la séance, non? Non, pas vraiment. Pas vraiment. Ok. Bon, mais ça c'est vraiment, je n'arrive pas à résoudre ce problème-là. Donc c'est une espèce de devoir, comme je suis prof de l'université, c'est une espèce de devoir. C'est-à-dire qu'en fait, il y a très mauvais films. Il y a très mauvais films, surtout de fiction, ces derniers 20 ans. Chez Herzog. Par exemple, vous pouvez trouver très facilement sur l'Internet, gratuitement. Il y a un truc qui s'appelle, comment ça s'appelle Reine? La Reine du désert. Reine du désert. Ah oui. Désert. C'est Nicole Kidman qui joue Oui. Gertrude. Reine du désert. Bien sûr que Reine du désert. Ça, vous allez tout de suite penser à l'intrusion d'un corps blanc dans le désert, etc. Donc, bien sûr qu'il y a ce système-là. On peut retrouver. Mais en même temps, à part ça, à part ce principal, intrusion, il n'y a aucune intrusion, micro-intrusion organisée au long du film. Et très ennuyeux pour moi. Mais aussi pour Emmanuel Burdo. Vous allez voir. Emmanuel Burdo a dit franchement que c'est un navet, non? Mais aussi, par exemple, il y a des trucs comme ça qui est un peu raté, non? Pas selon toi, il y a quoi, par exemple? Moi, j'ai vu plutôt des bonnes choses, Okay. comme le documentaire sur les volcans Into the Inferno, 2016 peut-être, sur Netflix exclusivement, bon, mais qui renouait un peu avec Le Son de Ténèbres au Koweït, et peut-être son dernier film, mais que je n'ai pas vu, qui est sur les deux volcanologues, Maurice et Katia Kraft, qui daterait de 2022 et qui aurait été à la fois sur Arte et Netflix. Voilà. Mais son œuvre est vraiment de moins en moins vue. En France, les films sortent
peu, et lui-même déplorait ça récemment. Oui, mais par exemple, une variation de l'intrusion. Par exemple, comment ça s'appelle le film récent qui est bien sûr aussi sorti en France sur la grotte. La grotte des rêves perdus. Oui. Ouais. Là, qu'est-ce que c'est? Ce qui est très intéressant, mais là, c'est la principale intrusion est très intéressante. Mais en quoi consiste la principale intrusion de ce film sur le grotte, filmé en 3D? C'est que l'entretien avec une savante, je ne sais pas, scientifique, qui explique des trucs comme ça, assis, avec une casque, non, avec une casque, je ne me rappelle plus. Ça aussi en 3D. Ça, je me demande vraiment, est-ce qu'il est... mais ça, c'est vraiment, comment dire, quelque chose qu'on aurait normalement pas filmé, qu'on n'aurait normalement pas filmé en 3D, non? C'est une simple entretien avec un monsieur qui n'a aucun côté intéressant physiquement. Il parle tout simplement en expliquant cette grotte, gna 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 gna, et toujours assis comme ça, de face, et en 3D. Ça, je crois que c'est très intéressant. Et en fait, le premier corps étranger du film, c'est le cinéaste lui-même, parce que je crois que... En 3D. En 3D, mais surtout sa respiration est délétère pour la grotte elle-même, la grotte Chauvet qui n'est pas ouverte au public, et qui, disons que les dessins pariétaux pourraient disparaître si on respirait dans l'atmosphère de cette grotte qui est fermée. Donc c'est déjà une menace pour son sujet. Peut-être que la mise en scène est extrêmement plate, mais le danger, la menace couve. Oui. Ça, c'est une chose. Et Bad Lieutenant. Bad Lieutenant, comment ça s'appelle Bad Lieutenant. Bad Lieutenant. Ça, déjà, on peut, oui, mais basiquement, on peut retrouver, donc c'est toujours cette intrusion des corps étrangers, etc. Parce que Bad Lieutenant lui-même, déjà, c'est un truc dans New Orleans, dévasté par je sais pas, l'orage, non? Mais aussi l'orage à New Orleans, lui-même, orage, je sais pas, typhon, inondation. Ça, c'est aussi quelque chose qu'on fonctionne dans ce film, quelque chose qui introduit des corps étrangers dans la ville de New Orleans. Et notamment, par exemple, des reptiles, crocodiles écrasés par une voiture, des trucs comme ça. Ouais. On retrouve dans The White Diamond les mêmes plans que dans Bad Lieutenant, la même manière de filmer les reptiles. Oui. Un autre retour. Oui. Ça aussi, on ne sait pas trop pourquoi ils sont là dans ce film. Oui, on ne sait pas trop mais avec quelle légitimité qui se trouvent dans ce film, non? C'est tout simplement, I'm very curious. C'est toujours cette question de curiosité élargie. Curiosité en distraction. Il faut vraiment montrer tous les aspects de l'environnement dans lequel on s'implante. Ouais. Tout sera dérobé à la vue. Ouais. C'est vrai que là, il se laisse un peu aller à des images National Geographic. Oui, ça c'est. Il déroule vraiment exprès. les animaux. Oui, un par un. exprès. Tout le reste n'est pas très carte postale, ni très exotique finalement. Non. Mais il ne peut pas résister. Ouais. Oui, c'est vrai.